Son mea culpa, c'est très bien, et je ne le dis pas cyniquement. J'apprécie grandement la capacité qu'a eu Shaked de venir devant son public et de dire « Eh bien, j'ai fait une erreur ». C'est bien. Il n'en demeure pas moins que c'est pas le rôle de son opposant politique, à savoir Benjamin Netanyahou, de lui faire passer le seuil d'éligibilité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag, qui est membre du Likoud. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On voudrait essayer de faire un peu le point sur ce qui se passe dans le camp Netanyahou aujourd'hui et essayer de mieux comprendre d'abord pourquoi cet affaiblissement, on va dire, apparent dans les sondages du Likoud. Le Likoud qui semble perdre une voix, qui ne parvient pas à passer le seuil des 61 députés. On était à un moment, il y a environ un mois et demi, on avait le sentiment que le Likoud et le bloc de droite avaient le vent en poupe. Et là, finalement un frein. Qu'est-ce qui explique à votre avis cette situation ? Moi, j'ai la situation un peu différemment. Je pense qu'effectivement, il y a eu un blocage sur les 3 dernières semaines, mais là, on a vu que sur, j'allais dire, les 4 sondeurs principaux, le bloc est repassé à 60. Il est à 62 chez Momo Filbert sur la chaîne 14, mais sur les 3 autres, on est repassé à 60 alors qu'on était bloqué à 59. Alors c'est vrai que le Likoud perd quelques mandats pour en faire gagner au sionisme religieux, mais ce sont des mouvements qui sont internes au groupe. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va dire la dynamique est repassée côté positif, et on sait que dans les sondages, bien plus importants que les scores des derniers sondages, c'est effectivement ce qu'on appelle les mégamotes, les trends, pour savoir vers où qui a le vent en poupe justement. Donc au contraire, on est plutôt positif. Alors, est-ce que l'une des explications, on va dire, de ce ralentissement, c'est peut-être le fait que Benjamin Netanyahou n'ait pas voulu donner un coup de pouce jusqu'à présent, en tout cas à Ayelet Shaked, et que finalement Ayelet Shaked, dans les sondages, elle ne parvient pas à percer, à progresser vers le seuil d'éligibilité ? Non, alors ça, de toutes les façons, c'est effectivement ce qu'on appelle un spin, c'est un coup de pub d'Ayelet Shaked. Ayelet Shaked n'a jamais et ne passera jamais le seuil d'éligibilité. Il faut se souvenir qu'au summum de leur popularité, Shaked et Bennett ensemble dans le Yamina Hadash n'avaient pas passé le seuil d'éligibilité à 1600 voix. Aujourd'hui, c'est Shaked toute seule. Aujourd'hui, c'est Shaked après un an de collaboration avec ce gouvernement de centre-gauche. Donc, il est évident que Shaked n'a jamais réellement eu la possibilité de passer le seuil d'éligibilité, et c'est pas le rôle de Benjamin Netanyahou de lui faire passer le seuil d'éligibilité. Je rappelle que les sondages prouvent que si Shaked passait, ou si Shaked au contraire ne se présentait pas, eh bien la moitié de son électorat irait de toutes les façons plutôt voter chez Gantz que voter à droite. Mais si Shaked passait avec ses 4 mandats, elle pourrait justement offrir la victoire à Benjamin Netanyahou et même peut-être une sorte de coalition gouvernable et stable. Mais Daniel, pourquoi vous ne me posez pas la question de savoir si Hadar Mukhtar passe ou alors si Yaron Zalika passe? Shaked ne peut pas passer, elle est très loin du seuil d'éligibilité, il lui manque presque 100 000 voix, on n'invente pas 100 000 voix en 2 semaines. Elle n'a pas d'accord de report de voix non plus. En plus, pour les petits partis, les accords de report de voix ajoutent très rarement un mandat. C'est-à-dire que c'est une fiction. Il y avait cette possibilité de dire, de centraliser, j'allais dire, cet électorat qui est à droite et qui ne veut pas de Benjamin Netanyahou. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé, ces élections ont l'avantage d'être très manichéennes, c'est-à-dire où on est pour, où on est contre. D'ailleurs, l'essentiel de la presse israélienne a adopté, j'allais dire, cette vision des choses en disant le bloc de Bibi, le bloc anti-Bibi, pour vous dire combien il y a d'idéologie dans le bloc qui nous oppose. Donc, Shaked n'a jamais eu la possibilité de passer le seuil d'éligibilité, et c'est pas le rôle de Benjamin Netanyahou qui a vu Shaked être l'architecte de la précédente coalition de faire passer le seuil d'éligibilité à ses opposants. Même si elle a fait son mea culpa ces 2 derniers mois. Le mea culpa, elle n'a pas fait vis-à-vis de ses opposants politiques. Le mea culpa, elle a fait vis-à-vis de ses électeurs, des électeurs qu'elle a trahis en leur promettant de ne pas transformer Lapid en Premier ministre. Et maintenant, elle est ministre sous Lapid, qui est Premier ministre. Elle est ministre de l'Intérieur dans un gouvernement de Lapid. Donc, son mea culpa, c'est très bien. Et je ne le dis pas cyniquement. J'apprécie grandement la capacité qu'a eu Shaked de venir devant son public et de dire, eh bien, j'ai fait une erreur. C'est bien. Il n'en demeure pas moins que c'est pas
pas le rôle de son opposant politique, à savoir Benjamin Netanyahou, de lui faire passer le seuil d'éligibilité. C'est à elle d'aller convaincre ses électeurs qu'elle mérite 4 mandats. Et aujourd'hui, elle a failli à cette mission-là, comme elle a failli à cette même mission il y a quelques années. Et c'est bien, et on le sait, ces 1600 voix qui ont manqué à Shaked et Bennett, qui ont fait faiblir et qui nous ont enclenché ces 4 années absolument cauchemardesques d'instabilité politique. On rappelle que Shaked et Bennett à l'époque étaient les rois au Beit Yehoudi. Personne ne challengeait, leur position de leader. Alors, on va essayer de voir un peu ce qui peut se passer au lendemain des élections, parce que finalement, on va dire, l'enjeu de ces élections, c'est peut-être pas seulement d'avoir 61 députés pour l'un ou l'autre des camps, c'est d'avoir un gouvernement qui est stable, qui est viable, qui va pas dans quelques semaines, dans quelques mois, à nouveau tomber. Comment, si Binyamin Netanyahou parvient à franchir le seuil des 61 députés, comment va-t-il gouverner? Avec qui va-t-il gouverner? Est-ce qu'il va pouvoir gouverner tout simplement avec l'aile droite radicale de Bezalel, de Itamar Ben-Gvir, ou alors, comme le disent beaucoup de commentateurs, eh bien, finalement, il y aura peut-être une scission au sein du mouvement sioniste religieux entre Ben-Gvir et Smotrich. Il prendra Smotrich, mettra de côté Ben-Gvir et il ira chercher peut-être le complément du côté de Benny Gantz. Alors ça va pas avoir lieu, mais je vais peut-être vous étonner, pas à cause de Benjamin Netanyahou, mais grâce à Bezalel Smotrich. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, de façon assez systématique, lorsqu'il a eu la possibilité d'aller au centre, il a préféré aller au centre. Sauf que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, cette alternative n'est pas d'actualité, pour 2 raisons. D'abord, l'animosité entre les 2 hommes. Il y a eu ce gouvernement Gantz-Bibi qui a pas aidé, et on entend cette animosité. Et alors que Benjamin Netanyahou peut aller sur 4 ans d'une très grande stabilité, parce que aujourd'hui, on a eu une année d'un gouvernement avec 61 députés qui a été validé à 59, puisqu'il y a eu une abstention de Al-Haroumi. Donc là, on va aller sur 4 ans très stables, même s'ils sont 61. C'est-à-dire que cette idée de dire que à 61 c'est pas gouvernable, c'est une idée qui est fausse, d'autant que le bloc de Netanyahou est très stable. Avec Ben-Gvir. Mais Ben-Gvir, il faut arrêter de faire le jeu des médias, Daniel. Ben-Gvir, aujourd'hui, il fait partie intégrante du mouvement sioniste religieux. Il a un accord avec Smotrich qui le place non pas comme une extrême. Ben-Gvir, il a un Richrach, c'est-à-dire que pour chaque député quasiment de Ben-Gvir, vous avez un député de Bezalel Smotrich, et on leur donne 14 ou 12 dans les mandats. À mon avis, ils vont faire un peu moins. Mais peu importe, c'est-à-dire que vous avez 6 voix. Mais les deux partis c'est plus important que Lieberman. Oui, mais c'est plus important que Mifleget Avoda, c'est plus important que Meretz. C'est-à-dire que Ben-Gvir, demain à la Knesset, c'est comme le parti travailliste, c'est comme Meretz. Donc c'est pas quelqu'un qu'on peut dire oui, c'est uniquement une frange, il vaut mieux aller vers Gantz. Pourquoi? Pour gagner énormément d'instabilité et au final pour avoir 4 voix de plus. Et même ça, c'est pas sûr, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, Ben-Gvir seul, c'est 6 voix. Aujourd'hui, Benny Gantz, c'est 10 voix. Vous voyez que vous gagnez pas énormément au change. C'est ça ce que j'essaie de dire. Il n'est pas seul, Ben-Gvir. Alors, on va maintenant envisager le cas de figure où Binyamin Netanyahou n'arrive pas à 61 députés, qu'il est autour de 60, 59, 60. On dit, et la presse israélienne de ce matin en parle même, on parle on va dire d'un coup de froid très sérieux entre le parti Chasse d'un côté et le parti judaïsme de la Torah orthodoxe de l'autre, à propos du fait de savoir si ils resteront ensemble autour du bloc Netanyahou, en sachant que Moshe Gafni pourrait rejoindre le camp de Benny Gantz. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a 2 mensonges qu'on essaie de nous vendre. Le premier mensonge, c'est que Yair Lapid peut avoir un gouvernement au lendemain des élections sans un des partis du bloc de Netanyahou. Avoir un gouvernement avec le parti arabe unifié, avec Touma Soliman, avec Ahmad Tibi, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que l'instabilité qu'ils ont connue avec Ram, qui votait exactement ce qu'il voulait et quand il voulait, c'est absolument rien par rapport à Ophir Kassif, qui est profondément antisémite, et tous ses copains de liste qui ne le sont pas moins. Donc, en fait, ce que eux cherchent, ils cherchent le match nul, ils cherchent de préserver l'organisme qui est ce gouvernement de transition, puisque c'est eux qui le gouvernent. Et le deuxième mensonge, c'est de dire que, effectivement, demain, avec les Haredim, ou avec Chasse, ou avec les Ashkénazes, il y a une alternative. En fait, quand on compte, on sait très bien que Chasse
ou que Yahadut Torah peuvent faire un effort, mais cet effort va s'arrêter à un moment. C'est-à-dire que même s'ils sont capables d'aller vers Yesh Atid, ils seront pas capables d'aller vers Lieberman. Et donc, c'est gagner 6 pour perdre 6. Et les gens qui pensent que demain les Haredim peuvent s'asseoir avec Lieberman, ce sont les mêmes qui nous ont dit, vous inquiétez pas, Bennett va faire ce qu'il a fait, et puis après 2-3 mois, les Haredim qui sont avides d'argent, encore un stéréotype bien antisémite comme il faut, eh bien ils vont courir dans les bras de Bennett et de Lapid pour pouvoir récupérer leur budget. Et ça s'est avéré complètement faux comme développement. Ça l'était il y a un an, ça le sera aussi demain. Alors, une dernière question, Raphaël, c'est concernant ce qui se passe au Likoud. Dans le cas de figure où, justement, Netanyahou ne passe pas les 61, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aujourd'hui des frémissements au sein du Likoud, peut-être de la direction du Likoud, pour montrer la porte à Binyamin Netanyahou, bien que ça ne se soit jamais passé dans l'histoire politique du parti ? Oui, vous avez raison de le préciser. C'est pas la culture de la droite israélienne, c'est pas la culture du Likoud qui est le plus grand parti démocratique en Israël et de la droite israélienne. Mais je suis d'accord avec vous. Ces voix, elles existent. On les a déjà entendues lorsque Benjamin Netanyahou négociait un accord avec l'État vis-à-vis de ses devoirs juridiques et du procès qui est en cours. Et il est évident que si demain on en venait à un nouveau match nul, ces voix referaient surface et cette fois-ci, elles pourraient peut-être aboutir à une scission. Alors le vrai problème, c'est encore une fois les maths. Pourquoi ? Parce que la liste qui a été validée par les électeurs du Likoud, c'est une liste qui est très pro-Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que les gens qui ont été loyaux à Benjamin Netanyahou ont été placés en pole position. Ceux qui, au cours, de la dernière année ou des 2 dernières années, ont fait état d'une volonté de voir ailleurs, eh bien, ils ont été placés plus loin. Ça sous-entend qu'en fait, s'ils feraient cette action-là, ils auraient peut-être la possibilité de créer quelque chose, à mon avis quelque chose de pas très stable, pour se retrouver en fait devant l'électeur qui est le membre du Likoud au prochain primaire et se retrouver éjecté de la liste. Donc il y a quelque chose qui est vraiment pas simple dans la décision que ces personnes-là, ces membres du Likoud, vous avez raison, ils en parlent, sont en train d'essayer de mettre en place derrière les rideaux. Eh bien, on verra, on a encore 9 jours à patienter pour connaître le résultat de ce scrutin électoral crucial, extrêmement important pour l'avenir de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Raphaël Hamzalak, d'avoir accepté de commenter les derniers développements, on va dire plutôt dans le camp de Binyamin Netanyahou. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov.